Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Yokena Merlin, étudiant en licence 3 informatique à l'université de Ngaoundéré. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, moi et mes coéquipiers, nous allons vous présenter notre thème portant sur le système d'exploitation, construction de serveurs et pénétration. Maintenant, notre thème, le plan de notre thème est la suivante. Alors, je vais vous expliquer de manière concrète l'introduction et mes amis vont vous présenter les différentes parties en fait pour faciliter la compréhension de ce travail. Alors, il faut savoir d'abord que l'administration des systèmes informatiques repose sur trois piliers essentiels. Les systèmes d'exploitation, les serveurs et les tests de pénétration. Les systèmes d'exploitation assurent la liaison entre le software et le hardware, c'est-à-dire le côté matériel et les logiciels. Les serveurs offrent une base matérielle et fiable. Et les tests de pénétration permettent d'évaluer la sécurité de l'infrastructure. Alors, ce tutoriel présente les rôles et les interactions pour mieux comprendre la gestion des systèmes et des réseaux. Alors, je vais laisser la place à mes coéquipiers qui vont vous présenter, vous donner l'importance des réseaux, les pénétrations, tout ça. Merci. Salut, moi c'est l'étudiant Mila Fanava Moïse. Sur notre thème d'exposé, elle est sur les parties système d'exploitation. Bon, c'est quoi un système d'exploitation? Le système d'exploitation est un ensemble de programmes logiciels fondamentaux qui assurent le fonctionnement de l'ordinateur ou d'un serveur. Il agit comme une interface entre les composants matériels et les utilisateurs ou les applications. Parmi ces fonctionnements, ces fonctions principales, on distingue, il y a la gestion de mémoire, il y a la gestion de processus, la gestion des fichiers, la gestion des périphériques, l'interface utilisateur, la sécurité et le droit d'accès. Pour cela, nous avons en B les types de systèmes d'exploitation. On distingue plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y a le système d'exploitation Linux. Le système d'exploitation Linux qui est en cours, qui a un phare d'utilisation dans le monde de sécurité, qui est beaucoup plus dans les domaines de la sécurité, et le système d'exploitation Windows. Et ce système d'exploitation Windows qui est de 2016, il y a le système serveur 2019 et le système serveur 2020 utilisé dans les entreprises pour des services comme Advanced Dictionary. Il y a aussi le système Unix et dérivé de AIX. Il y a HPUX et Solar. C'est là nous pouvons faire la comparaison entre le système Linux et le système Windows Server. Le choix d'un système d'exploitation serveur est une décision cruciale pour les entreprises et les organisations. Deux options populaires sont, il y a Linux et Windows Server. Ici, nous allons récapituler la différence au niveau du coût. Concernant le coût c'est en termes de dépenses. Pour Linux est un système d'exploitation gratuit et open source. Cela signifie que vous pouvez utiliser le système sans payer, c'est-à-dire la licence. Et cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les petites et moyennes entreprises. Au niveau de Windows Server, pour les coûts, on peut dire que Windows Server est tellement cher par rapport à Linux parce que il faut d'abord avoir la licence pour l'utilisation de Windows Server. Au niveau de la sécurité, comme je disais,
Au niveau de la sécurité, Linux est essentiellement considéré comme un système d'exploitation sécurisé par sa fiabilité et pour sa vulnérabilité. Il est susceptible d'être attaqué par les pirates. C'est un système très sécuritaire et c'est dans le domaine de la sécurité. Par contre, au niveau du système Windows, Windows est pas totalement sécurisé. Il est à l'abri, bon, il n'est pas à l'abri des attaques. C'est pourquoi actuellement Windows est en train de travailler pour améliorer le système de sécurité. Il y a la facilité d'utilisation. Linux a une interface en ligne de commande qui peut être utilisé même les non expérimentés. Cependant, les utilisateurs expérimentés apprécient la flexibilité et la puissance en ligne de commande. Par contre, au niveau de Windows Server a une interface graphique conviviale qui facilite l'utilisation pour les administrateurs système. Au niveau du système, la communauté Linux est grande et active. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour notamment la fortune de whisky et des blogs. Pour les soutiens, au niveau de Windows Server, Microsoft offre un soutien de services très support pour l'utilisateur de Windows Server. Cela peut être particulièrement utilisé pour la mise à jour. C'est quand même au niveau de Linux. Linux pour la mise à jour. La mise à jour de Linux peut être appliquée de manière flexible alors qu'au niveau de Windows, cela peut être utilisé pour des entreprises qui ont besoin de systèmes d'exploitation stables. Merci pour la partie système d'exploitation. Merci pour l'assistance et merci pour votre disponibilité. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est l'étudiant Manangun Jules Brandon en faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré en L3 informatique. Dès à présent, nous allons nous entretenir sur la partie 2 de notre exposé qui porte notamment sur les constructeurs d'un serveur qui est subdivisé en 3 parties. D'ailleurs, nous allons commencer par le grand A, les composants d'un serveur. C'est quoi d'abord un serveur? Un serveur est une machine dédiée à fournir des services sur un réseau. Il est conçu pour fonctionner en continu sur les supports lourds. En première partie, nous allons commencer par les composants matériels d'un serveur. Nous avons les processeurs, nous avons les mémoires vives, nous avons les disques durs, nous avons les cartes réseau et nous avons les châssis. En petit 2, nous avons les composants logiciels. Nous avons les serveurs systèmes d'exploitation comme Linux, comme Windows Server. Nous avons les services réseau comme HTTP, comme les domain name system DNS. Nous avons les outils de virtualisation comme VMware, Exis. Les outils, nous avons les surveillances comme Nagios et etc. En grand B, nous avons le processus de construction d'un serveur. Le processus de construction d'un serveur, notamment pour construire un serveur, nous avons besoin de ceci. Définir les besoins. Pour définir les besoins, nous devons analyser les exigences, les types d'applications ou les services à héberger, le nombre d'utilisateurs attendus, les types de données et de stockage à traiter, les niveaux de sécurité requis et les budgets et bien mettre l'œil sur les contraintes de coût. En deuxième partie, nous avons besoin de choisir l'architecture. Le choix de l'architecture est très important. Comment y procéder? Pour choisir l'architecture, nous devons d'abord sélectionner l'architecture requise. Pour cela, nous devons chercher un bon processeur, les mémoires, les RAM, mémoire vive, les stockages, disques durs, SSD conseillé, les cartes réseau, l'architecture logicielle, les systèmes d'exploitation, par exemple Linux, Windows, les serveurs web, par exemple Apache, et d'autres, les bases de données comme MySQL, comme PostgreSQL.
Installer un serveur. Comment installer un serveur d'un système d'exploitation? Le choix du système d'exploitation est très important. Pourquoi? Choisir un système d'exploitation, on choisit le système d'exploitation en fonction du serveur que nous allons utiliser. Pour cela, nous installons le système d'exploitation, nous configurons le système d'exploitation. Comment configurer? Pour configurer le système d'exploitation, nous devons d'abord choisir son nom, son adresse IP, le masque sous réseau, la passerelle par défaut. Configurer la configuration du réseau. Comment cela se passe? Nous avons l'adresse IP, c'est-à-dire en choisissant l'adresse IP statique ou dynamique. Nous avons le masque sous réseau. Nous avons les passerelles par défaut. Nous avons les domain name system abrégé DNS. L'installation des logiciels en grand 5. Nous avons les serveurs web. Nous avons les bases de données. Nous avons les autres logiciels comme d'autres logiciels tels que les langages de programmation et les frameworks. Cela est très important. La configuration de sécurité. La configuration de sécurité, nous devons activer le pare-feu. Nous devons nous authentifier. Cela permettra aux utilisateurs autorisés d'accéder au serveur. Nous devons faire des mises à jour de sécurité. Test et validation. Le test est de fonctionnement, tester le fonctionnement du serveur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Nous devons tester la performance, nous devons tester la sécurité. Nous avons aussi le déploiement. Le déploiement en production, la configuration en surveillance, les mises à jour. La mise à jour est très importante car cela permet de nous protéger contre les vulnérabilités, de sauvegarder les données et d'analyser les logs. Analyser les logs, c'est quoi? Analyser les logs, c'est détecter les problèmes et améliorer la sécurité. C'est tout simplement. Sécurité d'un serveur. La sécurité d'un serveur c'est très crucial pour le serveur car cela permet de protéger les données contre les attaques malveillantes. Les types d'attaques. Par exemple, nous avons les attaques réseau, les attaques malware, c'est-à-dire les attaques qui visent à affecter le serveur avec un logiciel malveillant tel que les virus. Nous avons les attaques de phishing, nous avons les attaques de déni de service. Nous avons aussi les vulnérabilités courantes. Les vulnérabilités courantes, nous avons les serveurs sont vulnérables dans plusieurs types, notamment au niveau de la configuration, au niveau aussi des logiciels. Nous avons aussi la vulnérabilité réseau, ne l'oublions pas. Les mesures de sécurité donc, les mesures de sécurité sont, nous avons activé toujours le pare-feu, s'authentifier, mettre à jour les sécurités du système. Cela est très important et c'est conseillé. Nous avons mettre régulièrement à jour même le système. Cela va nous permettre de corriger les vulnérabilités. Nous avons donc, nous sommes arrivés au terme de notre partie. Si vous suivez bien ces étapes, vous allez voir que installer un serveur fiable est très simple. Bonjour chers amis, moi c'est Weder Samadou, je suis un étudiant en L3 Info. J'aimerais vous parler des tests de pénétration. Tout d'abord, cette section est répartie en 3 grandes sous-parties, qui est en grand A la définition et objectif. En grand B, nous avons la méthodologie et tests de pénétration. Et en grand C, nous avons études des cas. Nous allons revenir en définition qui est grand A. Nous avons dit qu'en grand A, nous allons définir d'abord le test de pénétration. On peut dire le test de pénétration, appelé aussi pentest. C'est une méthode active de texte de sécurité. Il est une simulation d'attaque par les attaquants réels. Ce n'est pas une simple analyse. Ce n'est pas une simple analyse. Le test de pénétration. Le test de pénétration, appelé pentest, est une méthode active de test de sécurité. Il est une simulation d'attaque utilisée par les attaquants réels. Ce n'est pas une simple analyse théorique. Il est mené par un pentester qui agit comme un attaquant. Nous allons passer en grand B,
qui est la méthodologie des tests de pénétration. En grand B, nous avons réparti également cette section en 3 étapes. Nous avons la première phase qui est la phase de reconnaissance, et en deuxième phase, nous avons la phase de scan et l'énumération. Et en troisième phase, nous avons la phase d'exploitation. En ce qui concerne grand C, qui est l'étude des cas, nous allons passer juste avec des exemples réels. Nous citons par exemple les failles non corrigées dans Apache. Nous avons également les mauvaises configurations et également l'exploitation d'un accès API mal sécurisé. Tout cela peut être comme notre étude. Ainsi, je laisse donc la parole à l'un de mes camarades qui va aussi venir passer. Toujours Yogena Merlin avec vous. Alors, je suis là pour vous présenter brièvement la partie de pénétration. J'espère que mon collègue vient d'expliquer cette partie ici superficiellement. Alors, je vais approfondir cela pour une meilleure compréhension. Alors, pour commencer, le test de pénétration consiste à simuler une attaque informatique, mais de contrôler illégal pour détecter les failles de sécurité dans un système. Maintenant, pour faire les tests de pénétration, on a les méthodologies des tests de pénétration. On a les phases de reconnaissance, les scans, voilà que je vais approfondir dans cette vidéo. Alors, pour commencer sur les phases de reconnaissance, on a phase de reconnaissance passive et phase de reconnaissance active. Sur les phases de reconnaissance passive, c'est-à-dire, je peux collecter des informations sur la personne, sur le cible ou bien sur les clients sans qu'il les cherche. Imaginez un voleur, pour partir voler, il doit analyser à quel moment, là où il veut faire le dégât, à quel moment il veut sortir, à quel moment. Oui, donc le test de pénétration, la phase de reconnaissance passive, exactement comme ça. Donc je dois collecter les informations sur la cible sans qu'il les cherche. Donc par exemple en utilisant l'outil Whois qui va me permettre d'avoir toutes les informations sur le client, sur les cibles. Prenons par exemple le domaine name d'un site par exemple, et faites quiz et ça va nous sortir toutes les informations, les dates de création, les dates de mise à jour, les administrateurs avec les emails, avec les numéros de téléphone. C'est un outil très puissant, Whois. Et on a le showdown. Le showdown encore, c'est le plus important. Le showdown, c'est très très important. Ça va nous permettre aussi d'avoir les adresses IP, de voir même cibler une campagne pour voir les adresses IP, avoir beaucoup des informations en fait. Maintenant, les phases de scan, les phases de reconnaissance active. C'est-à-dire, je collecte les informations sur la cible physiquement. Soit je reste avec toi et je te pose les questions et je collecte ces informations. En te posant des questions, je prends maintenant tout ce que tu racontes comme des informations sans que tu les cherches. C'est ça la reconnaissance active. Maintenant, les phases de scan. Les phases de scan, c'est identifier les ports et des services. Par exemple, scan SS, ça c'est scan fictif. Scan P, c'est pour voir les ports ouverts. Quand on parle de ports, c'est-à-dire c'est les portes, n'est-ce pas? Donc une fois avoir les portes ouvertes, c'est facile de faire la pénétration. Et maintenant faire scan SV. Scan SV, c'est-à-dire c'est pour voir les versions des services. Et une fois avoir les versions des services déjà, alors c'est facile pour la pénétration. On a aussi les exploitations. Les exploitations, c'est-à-dire c'est tentative d'accès via les failles. Maintenant, une fois que j'ai les failles déjà, alors je vais tenter d'accéder. C'est juste cela, ce que veut dire l'exploitation. Maintenant, post-exploitation, c'est-à-dire analyser de l'impact. Juste ça seulement. Et on revient sur le rapport, c'est-à-dire recommandation pour corriger les failles. Donc on va utiliser tel outil pour sécuriser.
Bonjour tout le monde, je me nomme Nembikem Ganzus, élève à niveau 3 informatique à l'université de Gaoundéré-Dan. Je suis ici présent, c'est pour vous présenter la conclusion de notre travail. En conclusion, l'administration efficace des systèmes et réseaux ne peut se faire sans une compréhension approfondie des systèmes d'exploitation, une maîtrise des serveurs et une culture de la cybersécurité. Un système performant mais mal sécurisé est une bombe à retardement. À l'inverse, une infrastructure bien pensée, bien construite et régulièrement testée permet de prévenir les incidents graves. L'évolution permanente des menaces impose une veille technologique constante et une adaptation continue des pratiques administratives. Merci à tous d'avoir regardez notre vidéo, veuillez vous abonner et la liker si elle vous a plu. Merci beaucoup.